Il l'avait simplement prise en voiture sous la pluie. Il ne savait pas qu'elle n'avait ni maison, ni travail, ni même d'avenir. Mais ce qu'elle tenait dans ses bras n'était pas une valise, mais une pochette remplie de papiers, ceux-là même qui avaient provoqué son licenciement, pour avoir sauvé des patients alors que l'hôpital pensait d'abord au profit. Le lendemain matin, il ne lui proposa pas un toit, mais un sens à sa vie. Écris en commentaire d'où tu regardes cette histoire, car peut-être que quelqu'un près de toi ne demande rien, mais veut juste être utile. Ce père célibataire, en aidant une femme sous la pluie, ignorait qu'elle allait changer sa vie à jamais. Mais avant de commencer, clique sur le bouton d'abonnement et écris d'où dans le monde tu regardes cette histoire. La pluie tombait à torrents, frappant le toit du vieux pick-up de James Wilson. Les essuie-glaces grinçaient, étalant l'eau sur le pare-brise sans vraiment le nettoyer. Le ciel au-dessus des collines de Green Valley était devenu gris-plomb et la lumière du matin perçait à peine les nuages bas. James conduisait lentement, serrant fermement le volant de ses doigts calleux qui tapaient parfois sur le cuir usé. L'habitacle sentait la terre humide et le vieux café, et le chauffage ronronnait faiblement, peinant à lutter contre l'humidité. James ne se plaignait pas. Il aimait ce silence, ce rythme rugueux de la nature, qui semblait refléter sa propre vie, dure, mais honnête. Ses pensées tournaient déjà autour de sa journée de travail. Couler du béton, vérifier les armatures, surveiller les nouveaux sur le chantier d'Unridge Construction, où il était chef d'équipe. Le chantier était comme la ville de Blackstone, usé, mais obstiné. Rien n'y était donné gratuitement et James aimait ça. Devant lui, à travers le rideau de pluie, une silhouette apparut sur le bord de la route. James plissa les yeux, ralentissant. Près d'un vieux panneau d'arrêt de bus, une femme se tenait debout. Son manteau léger était trempé, et son uniforme médical aux pantalons et chemise bleu clair lui collait à la peau. Elle ne tentait même pas de s'abriter. Elle tenait fermement une pochette contre sa poitrine, la tête baissée, non pas à cause du froid, mais du poids qu'elle portait. James s'arrêta. Le moteur de son Ford F-150 ronronnait au ralenti. Il l'observait, ressentant quelque chose dans sa posture droite mais fatiguée, qui le touchait. Elle lui rappelait ces vieilles poutres de chêne sur les chantiers, courbées par le temps mais jamais brisées. Il regarda l'horloge du tableau de bord. Il restait une vingtaine de minutes avant d'arriver au chantier, mais son pied ne pressait pas l'accélérateur. Avec un soupir, il baissa la vitre côté passager. L'air froid et le bruit de la pluie s'engouffrèrent dans la cabine. « Vous avez besoin d'aide » cria-t-il. Sa voix, rauque de l'heure matinale, couvrit le fracas de l'averse. La femme leva lentement la tête. Son visage était épuisé, ses cheveux mouillés collés aux joues. Ses yeux, sombres comme du charbon ancien, étaient méfiants mais pas faibles. On y voyait les traces de nombreuses déceptions qu'elle avait appris à cacher depuis longtemps. Elle resta silencieuse, et James pensa qu'elle refuserait. Mais après un instant, elle acquiesça brièvement et s'approcha du véhicule. Ses mouvements étaient prudents, comme si elle avait peur de trébucher sur ses propres jambes. Elle ouvrit la portière, grimpa à l'intérieur et referma derrière elle dans un bruit sourd et humide. « Merci, dit-elle doucement. » Sa voix à peine audible se perdit dans le bruit de la pluie. James hocha la tête sans répondre. Il augmenta le chauffage et démarra en douceur. Ils roulèrent en silence. Son uniforme sentait l'antiseptique et l'humidité, et la pochette qu'elle serrait encore contre elle semblait être son seul lien avec ce monde. La buée sur les vitres se dissipait lentement grâce au chauffage. James la regarda discrètement. Elle avait peut-être une trentaine d'années, mais la fatigue lui donnait l'air plus âgé. Ses doigts blanchis par la tension enserraient la pochette, et ses épaules étaient voûtées, comme si elle essayait de se faire toute petite. « Vous êtes infirmière » demanda-t-il au bout de quelques kilomètres, en désignant son uniforme. Elle hésita. « Je l'étais, répondit-elle brièvement, avec un ton si définitif que James ne posa pas d'autres questions. Il comprenait ce que c'était, de ne pas vouloir parler. Le silence entre eux était lourd, mais pas gênant comme entre deux personnes qui savent que les mots ne sont pas toujours nécessaires. James se concentra sur la route, écoutant le ronron du moteur et le rythme de la pluie. Elle ne demanda pas où ils allaient, et lui ne donna aucune explication. Quelques minutes plus tard, il ralentit devant le Silvercrest Motel, un bâtiment bas à la peinture écaillée, surmonté d'une enseigne néon qui clignotait même en plein jour.
Ce n'était pas un palace, mais au moins à toi. Je vais rester ici pour l'instant, dit-elle doucement en regardant par la fenêtre. James tourna sur le parking en gravier et coupa le moteur. Elle ouvrit la porte et posa le pied dans une flaque d'eau. Ses baskets firent un bruit de succion. Merci, répéta-t-elle, s'attardant un instant près de la porte ouverte. James hocha la tête. Prenez soin de vous. Elle referma doucement la portière et se dirigea vers le bureau du motel. Sa silhouette disparut sous l'auvent. James la suivit du regard jusqu'à ce que les essuie-glaces reprennent leur mouvement, puis il redémarra. La journée passa dans l'agitation, mélange de béton, plan à vérifier. Mais il ne parvenait pas à chasser cette femme de son esprit. Quelque chose dans son calme, dans son silence, l'avait profondément touché. James savait lire les gens des années sur les chantiers lui avait appris à reconnaître ceux qui tenaient bon de ceux qui allaient fuir. Elle faisait partie des premiers. Le soir, rentré chez lui, il vérifia comment allait sa fille Sophie, qui dessinait à la table de la cuisine. Il réchauffa un reste de gratin de la veille et s'assit dans son vieux fauteuil, un livre à la main qu'il ne comptait pas finir. La pluie tambourinait encore contre les fenêtres. Et James se rendit compte qu'il ne lui avait même pas demandé son nom. Dans la chambre du motel, Clara Davis était assise au bord d'un matelas affaissé. Elle avait retiré ses vêtements mouillés, séché ses cheveux avec une serviette rêche et allumé le chauffage, qui faisait un bruit sec sans vraiment chauffer. La pochette était posée sur la table. Son contenu, lettres, rapport RH, sa licence d'infirmière et la notification de licenciement. Les mots sur la lettre brûlaient encore, non-conformité aux valeurs de l'entreprise. Clara savait ce que cela signifiait. Elle avait parlé quand il fallait se taire. Elle avait dénoncé comment l'hôpital refusait des soins à des patients pour des raisons de profit. Sa voix avait été qualifiée de nuisible. Ses collègues, en qui elle avait eu confiance, s'étaient détournés d'elle. La lettre avait été le coup final. Mais les appels des patients, demandant pourquoi l'infirmière Clara ne venait plus, faisaient encore plus mal. Elle s'allongea en regardant le plafond taché d'humidité. Demain, elle recommencerait. Elle trouverait une clinique, un travail, une chance d'être utile. Mais en s'endormant, elle repensa à l'homme dans le pick-up. Sans jugement, seulement de la chaleur par un jour froid. Le lendemain matin, le ciel s'éclaircit, même si les flaques brillaient encore sur l'asphalte. James se tenait près de son pick-up, un thermos de café à la main, regardant la vapeur s'élever du bouchon. Sophie était déjà partie en bus scolaire et le chantier tournait sans lui. Il devait vérifier des factures, mais à la place, il démarra le moteur et partit vers le Silvercrest Motel. À l'accueil, où le réceptionniste feuilletait son téléphone, il demanda. « Une femme en blouse médicale habite ici ? Grande, calme. » Le réceptionniste acquiesça. « Chambre 14. » James frappa à la porte, sans réponse. Il s'apprêtait à partir lorsque la porte s'ouvrit légèrement. Clara se tenait là, le visage méfiant. « Sur le chantier, il y a toujours quelqu'un qui se blesse, dit-il franchement. Des muscles tirés, des doigts coupés. Rien d'officiel. Juste une trousse de secours et des gars trop fiers pour aller chez le médecin. Peut-être que vous pourriez jeter un œil ? Clara cligna des yeux. Vous m'offrez un travail. James se gratta la tête. Je vous propose un trajet, et une chance d'être utile. Je peux pas payer grand-chose, mais les gars partagent leur déjeuner. Elle regarda le pick-up garé de l'autre côté du parking. Juste pour aujourd'hui, dit-elle en fermant la porte derrière elle. James acquiesça. On y va. Ils roulèrent à nouveau en silence, mais cette fois, ce silence était différent. Moins lourd, presque familier. Clara regardait par la fenêtre. Ses doigts ne serraient plus la pochette. Elle ne savait pas ce qui l'attendait sur le chantier, mais quelque chose dans la simplicité de sa proposition, dans son honnêteté, l'avait convaincue. Au chantier de Windridge Construction, l'air sentait le béton humide et la sueur. Les hommes en gilets fluorescents se déplaçaient autour de Clara comme si elle faisait partie du décor, visible, mais sans attirer l'attention. Elle passa parmi eux, la tête haute, et entra dans la remorque servant de bureau. À l'intérieur, l'espace était exigu, et ça sentait le café et l'huile de moteur. Sur une table pliante reposaient des bandages, des comprimés et un vieux manuel de premiers secours.
Ce n'était pas un hôpital, mais c'était un début. Clara se mit tout de suite au travail. Elle nettoya la table, réorganisa la trousse de secours, classa tout dans des boîtes. James apporta une vieille chaise et répara une fenêtre cassée. Il travaillait en silence, jusqu'à ce que le premier blessé apparaisse, un jeune homme d'une vingtaine d'années, un chiffon ensanglanté autour du bras. « Maudit cloueur » marmonna-t-il. Clara ne broncha pas. Elle le fit asseoir, nettoya la plaie, posa un bandage. Ses gestes étaient précis, sa voix posée. « Vous avez eu un rappel de tétanos récemment » demanda-t-elle. Le jeune haussa les épaules, méfiant. « Ça fait longtemps. » Elle acquiesça et nota quelque chose dans son carnet. À midi, 3 autres hommes vinrent, une entorse à l'épaule, une cheville foulée, un coup de chaleur. Clara travaillait sans bavardages inutiles, sans attendre de remerciements. Mais elle les recevait tout de même, dans des hochements de tête et des « merci » murmurés. Tous n'étaient pas contents. Un jeune ouvrier, Ryan, ricana en marmonnant quelque chose sur la charité et la comédie. Clara ne répondit pas, mais James, à ses côtés, lui tendit un bandage en silence, son regard suffisait à dire de quel côté il était. Le soir, James proposa à Clara de venir dîner avec lui et Sophie. Elle hésita, mais la faim et la fatigue eurent raison d'elle. La maison de James était modeste, imprégnée d'une odeur de ragoût et encombrée d'outils. Sophie, une fillette de 10 ans avec des tresses, l'accueillit avec un sourire. « Papa m'a dit que tu soignes les gens », dit-elle en posant une assiette. Clara sourit. Parfois, un dîner simple peut être réconfortant. Après le repas, Sophie s'endormit sur le canapé, et James servit du thé à Clara. « Pourquoi es-tu venue à Blackstone » demanda-t-il doucement. Clara regarda la vapeur monter de la tasse. « J'ai essayé de réparer quelque chose. On m'a brisé pour ça. » James n'insista pas. « On dirait que tu es en train de te reconstruire. » Elle esquissa un sourire faible. « J'essaie. » Le lendemain, Clara revint sur le chantier. Les hommes la regardaient encore avec prudence, mais elle ne cherchait pas leur approbation. Elle avait besoin de sens, et même cette petite remorque lui en donnait. Elle désinfectait des plaies, remettait des épaules en place, distribuait des médicaments. James lui apportait du café noir, sans sucre, comme elle l'aimait. Sophie passait parfois après l'école avec des dessins ou pour aider à trier les bandages. Le silence entre Clara et James devenait plus doux, comme une vieille mélodie qu'on connaît par cœur. Mais tout n'allait pas bien. À la fin de la semaine, les rumeurs sur la nouvelle infirmière remontèrent jusqu'à la direction. Jeudi après-midi, un SUV blanc aux vitres teintées entra sur le parking. Le chef de chantier, Stanley Cook, fit irruption dans la remorque, le visage rouge de panique. « Il faut que tu partes. Tout de suite. » Clara fronça les sourcils. « Pourquoi ? » « La société est venue. Quelqu'un a parlé. On n'a pas de permis pour un poste médical. C'est une infraction. » James apparut à la porte, les poings serrés. « Elle nous évite des congés maladie. » Stanley secoua la tête. « Il ne s'agit pas d'utilité, mais de règles. Si on la voit ici, on perd le contrat. » Clara commença à rassembler ses affaires. Ses gestes étaient mécaniques. Elle connaissait ce scénario. On est utile, jusqu'à devenir un problème. « Je vais partir », dit-elle doucement. James s'avança. « Tu ne vas nulle part. »« James, je sais comment ça se termine. » Il la regarda dans les yeux, la voix ferme. « Ce n'est pas Seattle. Ici, c'est moi qui décide. » Mais Clara vit dans ses yeux non seulement de la détermination, mais aussi de la peur, pas pour lui, pour elle. Les inspecteurs arpentaient le chantier, posant des questions, prenant des notes. Clara restait à l'écart, ses sacs prêts. Quand le SUV repartit, James la retrouva dans la remorque. « Je ne les laisserai pas faire ça. » Clara le regarda. « Tu ne peux pas te battre contre le système. »« Je peux. Et je ne veux pas travailler dans un endroit où on préfère voir du sang que de l'aide. » Elle resta sans voix, touchée par ces mots. Le lendemain, James ne vint pas au chantier. Sophie resta chez la voisine. Il appela Clara le soir. « Tu es libre ?» Elle vint chez lui. Le pick-up était chargé, trousse de secours, couverture, chaise pliante. « J'ai pensé, »
on peut rendre ça mobile, dit-il. Les parcs, les églises, les marchés. Les gens sans assurance ne vont pas à l'hôpital. Nous, on peut aller vers eux. Clara le regarda. Tu n'es pas médecin. Et toi, tu ne le es plus non plus, apparemment, répondit-il, mais ça ne t'a pas arrêté. Elle sourit pour la première fois de la journée. Il nous faut des autorisations. Pas partout. Une aide simple ne nécessite pas toujours de licence. Clara réfléchit. C'était une folie, mais une folie qui avait du sens. Je m'occupe des protocoles, dit-elle. Tu conduis, je soigne. Ils travaillèrent jusqu'à minuit, transformant le pick-up en clinique mobile. Sophie dessina une pancarte, Help on Wheels. Leur premier arrêt fut un terrain vague près de l'église Saint-Marie, où on distribuait des repas gratuits. Clara expliqua aux bénévoles ce qu'ils proposaient, premiers soins, tension artérielle, pansement. À midi, une file s'était formée. Un vieux monsieur avec des jambes douloureuses, une femme avec une toux chronique, un adolescent avec une entorse. Clara travaillait calmement, James distribuait de l'eau, Sophie offrait des bonbons. Ce n'était pas un hôpital, mais c'était important. Chaque jour, ils trouvaient un nouvel endroit, un marché, un refuge, un parking d'immeubles. Les files s'allongeaient. Un jour, quelqu'un gribouilla une insulte sur le pick-up. James repeignit en silence, et Sophie ajouta un dessin, un cœur avec des ailes. Clara les regardait, le cœur serré. Ils étaient son équipe, son ancrage. 2 mois plus tard, ils attirèrent l'attention. Un journal local publia un article sur Gracie Route Médicale, sans nom, seulement une photo du pick-up et les paroles de patients. Clara regarda l'image où elle pensait le bras d'un enfant. « J'avais oublié ce que ça faisait, dit-elle à James, d'être vu pour ce qu'on fait de bien. » Il hocha la tête sans répondre, et ils observèrent ensemble le coucher du soleil derrière le garage où reposait leur carte de tournée. Clara ne s'arrêta pas. Elle contacta d'anciens collègues, demanda de l'aide. Des infirmières envoyèrent des pansements, des bénévoles du temps. Un jour, un vieil ambulancier nommé Elliot vint avec une boîte de stéthoscopes usés mais fonctionnels. Une église offrit des kits d'hygiène. Un lycéen apporta un traducteur de formulaire. Clara ajouta des fiches en espagnol et en vietnamien. James accrocha un tableau d'annonce, Ask US. Ask US Anything. Tout le monde était content. Dans les quartiers riches, les rideaux se fermaient, les gens changeaient de trottoir, la police venait mais repartait en voyant seulement des bandages et des sourires. Un jour, un garçon apporta un mot, je suis tombé. Clara soigna ses bleus, lui donna un bonbon et lui dit de revenir s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il ne revint pas, mais Clara laissa un mot pour lui sur le tableau. En mai, on les connaissait. Clara était devenue la docteure du coin, bien qu'elle ait demandé qu'on ne l'appelle pas ainsi. James construisit une armoire à médicaments. Sophie l'appela Medicine Box. Un soir, assise dans le pick-up, Clara confia. « J'ai peur qu'on nous l'enlève. » James la regarda. « Alors on le reconstruira, autant de fois qu'il faudra. » Elle hocha la tête, les yeux brillants. « Et si je flanche ? Je te retiendrai. » Ce n'était pas de l'amour, mais une promesse, solide comme le béton. Clara et James eurent une idée, construire une clinique permanente. Derrière le garage, un terrain. James proposa. Un petit bâtiment. Sans roues, mais avec des racines. Clara accepta, à condition que la clinique mobile continue. Ils commencèrent, la journée, ils soignaient, le soir, ils construisaient. Des bénévoles arrivaient, ouvriers, voisins, profs de techno du collège. Les anciens collègues de Clara envoyèrent du matériel, tables, tensiomètre, évier. À la fin de la semaine, la structure était montée. Un jour, un homme en costume arriva. C'était le docteur Whittaker, celui qui avait signé son licenciement à Seattle. « Je suis venu m'excuser, dit-il. » Clara resta méfiante. « Le conseil municipal a remarqué votre travail, poursuivit-il. Rejoignez l'hôpital, on vous fournira des ressources, une protection. » Clara croisa les bras. « La dernière fois, vous avez détruit mon travail. » Il repartit, mais ses mots restèrent. Clara réfléchit 3 jours, puis choisit la liberté. Elle écrivit à la presse pour annoncer qu'elle resterait indépendante. Ce ne fut pas un scandale, mais cela attira l'attention. Bourses, visites de journalistes,
lettre de passion. La clinique grandissait, à toi, une plomberie, des murs. Sophie peignit une fresque, une ville, des arbres, des cliniques. Quand le pick-up tomba en panne devant un centre pour enfants, James montra à Clara un dessin de Sophie, 3 silhouettes devant la clinique. « Elle te voit comme une famille, dit-il. » Clara serra sa main. « Et toi ?» Il hésita. « J'ai peur de perdre tout ça. »« Tu ne perdras rien si tu fais confiance, répondit-elle avec un sourire. La clinique ouvrit en juin. C'était une petite maison à porte rouge, avec la fresque de Sophie. Les gens venaient, personnes âgées, enfants, ceux qui disaient merci avec des œufs ou un sourire. Clara se tenait devant la fresque, regardant la foule. James était à côté. « Ils attendent tes mots, dit-il. » Clara inspira profondément, puis parla. « Nous avons commencé sans plan, sans argent, mais avec la conviction que chacun mérite des soins. Cette clinique est une promesse. Nous serons là, et nous espérons que vous aussi. » Les applaudissements furent discrets, mais sincères. Le soir, James offrit à Clara un pendentif, une vieille bague transformée en cercle. « Je ne veux pas effacer le passé, dit-il, mais je veux construire quelque chose de nouveau. » Clara acquiesça. 1 an plus tard, la clinique vivait. La clinique mobile tournait. Les bénévoles apprenaient. Sophie peignait de nouvelles fresques. Clara reçut une lettre de Seattle, une offre pour revenir. Elle la lut avec James, puis la rangea dans un tiroir. « Mon cœur est ici, dit-elle. » Ce jour-là, sous une légère pluie, il se tenait devant la clinique. 3 paires de chaussures séchaient sur le perron, différentes mais toutes boueuses. Au-dessus de la porte, une pancarte, Hélène. C'était une maison bâtie sur la confiance. Ils avaient construit cette clinique avec du bois, de la douleur et de la gratitude. Pas par obligation, mais par conscience. Aujourd'hui, ceux qui n'ont plus d'assurance, ceux qui ont juste besoin d'être vus et aidés, viennent ici. Et si toi aussi tu crois que la bonté n'a pas besoin de permission, mets un like et partage cette histoire. Parce que parfois, le meilleur à bâtir, ce n'est pas un commerce, mais un endroit où l'on n'a pas peur d'être vu.